retrouvons un nouvel épisode de l'histoire des Juifs de France en compagnie, comme tous les matins, de Christophe Dard. Et nous continuons, Christophe, à explorer, donc comme promis, la vie de Marc Chagall. Nous avons évoqué les 50 premières années de son existence, de Vitebsk à Paris, en passant par la période de la Première Guerre mondiale et celle de la Révolution russe. Nous avons aussi parlé de son premier voyage dans le futur État d'Israël en 1931. Et pour ce nouveau numéro, nous sommes, Christophe, en 1939, au moment du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Il faut dire que Chagall, à ce moment-là, a alors quitté Paris. Classé comme artiste dégénéré selon la terminologie employée par les nazis, se réfugie avec sa femme Bella et leur fille Ida à Saint-Dié-sur-Loire, village du Loir-et-Cher dans lequel il cache une partie de ses œuvres, puis dans le Vaucluse, dans le village de Gordes, dans le Luberon. Mais en 1941, il est arrêté avec sa famille lors d'une rafle à Marseille, finalement relâché grâce à un journaliste américain, Varian Fry. Ce dernier transmet au vice-consul des États-Unis à Marseille, Hitam Bingham, une liste d'artistes et d'intellectuels menacés pour leur permettre d'obtenir des visas et de fuir aux États-Unis. Alors Chagall fait partie de cette liste. Il décide de partir, conscient que rester en France est beaucoup trop dangereux. Il arrive donc à New York le 7 mai 1941. Il est loin d'être le seul Français à se rendre outre-Atlantique. 3 à 4 000 Français se réfugient alors aux États-Unis pour échapper à Vichy et à l'occupation. Et parmi eux, des artistes, des écrivains. Citons par exemple en littérature André Breton, Claude Lévi-Strauss ou encore Jules Romain ou Antoine de Saint-Exupéry. Et puis, chez les artistes aussi assez nombreux, bon nombre en exil ont été photographiés dans une galerie new-yorkaise en 1942. Alors outre Chagall, on peut reconnaître les peintres Fernand Léger, Max Ernst, Piet Mondrian, mais aussi les sculpteurs d'origine juive, Ossip Zadkine et Jacques Lipchitz. Et oui, du beau monde. Et même s'il est loin de l'Europe, Chagall suit l'actualité et les persécutions commises contre les Juifs. Il réalise un cycle de 4 peintures qui décrit justement les souffrances subies par les Juifs dans la Russie occupée par les troupes nazies. Des œuvres violentes avec des cadavres, des maisons du ghetto mises à sac et incendiées, le personnage du juif errant, un baluchon sur l'épaule, les femmes qui fuient avec leurs enfants face aux soldats menaçants, et puis aussi des chevaux attelés par exemple qui se cabrent. Chagall, le poétique, le rêveur, le coloré, devient le reporter de la cruelle réalité sombre et inquiétante de la guerre. Cet exil américain est également marqué par un drame personnel. En 1944, son épouse Bella Rosenfeld meurt à l'âge de 55 ans d'une infection virale alors que le couple s'apprêtait à repartir en France. Chagall est bien sûr bouleversé car bien plus qu'une épouse, Christophe, Bella était sa muse depuis 35 ans. Et en 1946 seront publiés en français les mémoires de Bella Rosenfeld, écrites en yiddish dans les années 30 et jusqu'à sa mort, les lumières allumées et premières rencontres dans lesquelles Bella raconte sa vie à Vitebsk avant la rencontre et le mariage avec Chagall, existence joyeuse en famille rythmée par les fêtes juives. Le peintre désemparé n'arrive pas à peindre pendant 1 an d'ailleurs, puis il se remet finalement au travail avec le personnage de Bella qui figure dans de nombreuses œuvres comme une silhouette bienveillante. Oui, autour d'elle par exemple, tableau qui représente l'artiste lui-même, la tête posée à l'envers sur son cou, la vie de Vitebsk apparaissant comme dans une bulle, et Bella Chagall, donc récemment décédée, un éventail à la main. Autre œuvre, l'âme de ma ville, encore plus intéressante car là on voit vraiment les 2 préoccupations de Chagall à ce moment-là. D'abord Bella dans son linceul à gauche comme une sorte de gentil fantôme près d'une blonde qui n'est autre que le nouvel amour de l'artiste Virginia Haggard. Chagall se représente avec un visage double. D'un côté il est donc attentif à ses amours et puis de l'autre il est angoissé par la guerre. C'est ce qu'on voit dans cette œuvre. Le peintre qui est d'ailleurs à son chevalet en train de peindre une crucifixion et en arrière-plan, comme on le voyait dans plusieurs tableaux de la période, des flammes s'échappent des toits des maisons et des habitants fuient sur un traîneau. Et oui, un tableau quand même assez sombre. Alors en 1948, Chagall rentre en France, il s'installe à Vence dans les Alpes-Maritimes, il s'engage dans la réalisation d'un grand cycle peint qu'il intitule Le Message biblique. Il le destine d'abord à la chapelle du Calvaire à Vence, puis le projet évoluera en un musée édifié à Nice à l'initiative du ministre de la Culture du général de Gaulle, André Malraux. Et il va se tourner vers d'autres arts. Il sculpte une centaine de pièces sur les thèmes qui lui sont chers, l'amour, les thèmes animaliers, les scènes bibliques. Il réalise aussi des céramiques et des vitraux. C'est un art vraiment qui le fascine. Voilà ce qu'il disait du vitrail. Pour moi, un vitrail représente la cloison transparente entre mon cœur et le cœur du monde. Le vitrail est exaltant. Il lui faut de la gravité, de la passion. Il doit vivre à travers la lumière perçue. La lecture de la Bible est déjà la lumière et le vitrail doit en manifester l'évidence par sa grâce et sa simplicité. Entre 1958 et 1964,
1904, Chagall réalise plusieurs vitraux pour les cathédrales de Reims, de Metz, pour une chapelle de Sarrebourg, mais aussi dans le sud, à Nice et même en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse et en Israël. En 1959, Chagall entame pour la synagogue du centre médical Hadassah de Jérusalem la réalisation de 12 vitraux, 3 mètres sur 40, 2 mètres 50 de large chacun et qui représentent les 12 tribus d'Israël. Chagall dira: pendant tout le temps que je travaillais, j'avais l'impression que mon père et ma mère regardaient par-dessus mon épaule et derrière eux, il y avait des juifs, des millions d'autres juifs, disparus hier ou depuis des milliers d'années. Avant son inauguration officielle en 1962, cette œuvre monumentale est temporairement présentée en 1961 en France, au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Et André Malraux est tellement impressionné qu'il commande à Chagall la décoration quand même du nouveau plafond de l'Opéra Garnier à Paris. Et oui, une toile de 220 mètres carrés. Il va passer évidemment plusieurs années à travailler dessus, d'autant que c'est quand même pas facile de peindre un plafond, surtout quand, comme lui, on a alors quand même plus de 70 ans. Alors évidemment, il est aidé par toute une batterie d'apprentis. Une toile de 220 mètres carrés qui rend donc hommage en fait aux 14 grands compositeurs et aux plus belles pièces de l'opéra et de la danse, parmi lesquels Péléas et Mélisande de Debussy, mais aussi Carmen de Bizet ou bien encore L'Oiseau de feu de Stravinsky ou La Flûte enchantée de Mozart. Alors l'inauguration a lieu en grande pompe le 23 septembre 1964 et lors du discours officiel de cette soirée donc forcément particulière, Chagall rappelle qu'il avait été troublé, touché, ému que André Malraux lui ait proposé ce sujet 2 ans plus tôt. Cette même année, Chagall débute la réalisation de 3 tapisseries, de mosaïques au sol et d'une grande mosaïque murale pour un hall de la Knesset à Jérusalem où se déroulent généralement les cérémonies solennelles. Après 4 années de dessin et autant d'années de conception à la manufacture des Gobelins à Paris, elles seront inaugurées en juin 1969 en présence du président Zalman Shazar et de la première ministre Golda Meir. À cette période, Chagall est exposé dans le monde entier, y compris au Louvre à Paris, ce qui pour lui bien sûr est quand même un grand honneur. Et puis entre-temps, Chagall fait don d'un vitrail, le vitrail de la paix pour le siège des Nations Unies à New York, et il est chargé des peintures murales du Metropolitan Opera. Donc Chagall, en ce milieu des années 60, très populaire aussi aux États-Unis. Et puis en 1973, va être inauguré en France, à Nice, plus précisément, le musée national Message biblique Marc Chagall. C'est le premier musée national dédié à un artiste vivant. Alors il y abrite le cycle du message biblique, 12 tableaux qui illustrent la Genèse et l'Exode, les 2 premiers livres de la Bible, et un ensemble de 5 peintures qui évoquent le Cantique des Cantiques, ainsi que leurs esquisses préparatoires. Finalement, on pourrait dire que ce musée national message biblique Marc Chagall boucle en quelque sorte la boucle, puisque les thèmes de la Bible étaient précisément l'objet d'une intense production de Chagall depuis alors plus d'une quarantaine d'années. Marc Chagall vit paisiblement sous le soleil de Saint-Paul-de-Vence aux côtés de sa compagne Valentina Brodsky, dite Vava, avec laquelle il est marié depuis 1952. Il continue à travailler sur de nombreux projets avant de s'éteindre finalement le 28 mars 1985 à l'âge de 97 ans. Merci beaucoup Christophe pour ce portrait donc en 3 parties de Marc Chagall, le rêveur universel, l'un des plus grands artistes du XXe siècle, et des chroniques bien sûr à retrouver sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube.